qui nous touche. Eh bien, Olivier, faisons un peu le bilan des dernières heures. C'est la météo, encore une fois, qui s'est déchaînée à certains endroits. Est-ce qu'il s'agit bel et bien d'une tornade à Harrington, dans les Laurentides? Mais en tout cas, encore ce matin, là, il y a plusieurs foyers qui sont privés d'électricité un peu partout dans les régions. Moi, Alexandre Isabelle, je fais partie au départ des 46 000 pannes qu'il y a eu au Québec. J'ai manqué d'électricité environ de 8h30 à 2h30 du matin. Je le sais parce que toutes mes lumières se sont allumées en même temps parce que mes interrupteurs étaient de l'autre côté. Ça réveille très, très bien. Et là, par la suite, c'est passé à 20 000. On regardait au fur et à mesure ce matin très tôt. Et là, c'est 13 000 foyers dans les derniers chiffres qui indiquent Hydro-Québec. Ça a été majoritairement à Montérégie, oui. Ça, c'était 46 000 pannes qui étaient dans ce coin-là, principalement là. Et vers 3 heures dans les Laurentides, en fait, il y avait encore 5 300 adresses privées qui manquaient d'électricité et 12 890 foyers qui étaient dans le noir à travers la province, d'où le 13 000. Là, on s'en va à Harrington. C'est ce qui s'est passé juste avant. C'est pour ça qu'on parle. Exactement, Harrington dans les Laurentides. Ouais. On ne mentionne pas une tornade officielle, mais on s'entend, on voit des arbres déracinés, on voit des panneaux complètement revolés un peu partout. Des dégâts assez importants. C'était la région la plus touchée dans ce coin-là. On a aussi le Bas-Saint-Laurent et la Naudière qui ont enregistré respectivement 1900 à 1850 foyers plongés dans le noir. Puis là, en ce moment, ça continue de baisser au fur et à mesure que les gens se réveillent et que Hydro-Québec tente de tout retrouver ça. Bon. Il y aura des expertises qui devront être menées, entre autres sur le terrain, là, parce qu'il y aura bien sûr des critères à rencontrer pour que ce soit effectivement qualifié d'une tornade. Présentement, selon ce qu'on peut comprendre de la lecture d'Environnement Canada, fort probable que ce soit bel et bien une tornade qui a touché Bell Falls jusqu'à Harrington dans les Laurentides. Ça s'est produit, là, je vous dirais, là, entre 17h24 et 17h42 hier. Pour ce qui est des dommages, maintenant, il y a le toit d'une grange qui a été endommagé, mais c'est surtout les arbres. Et là, il y a toutes sortes de photos qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment, si vous avez un compte à suivre, là, c'est le compte Extreme Chase Québec, qui est vraiment spécialisé dans la chasse aux tornades. On va parler d'ailleurs à Mathieu Lucier un peu plus tard ce matin, parce que c'est rendu sur place. Puis on voit vraiment, là, tu sais, une lisière d'arbres où le tronc là, est carrément coupé. C'est un petit peu comme si l'arbre avait comme, tu sais, pas explosé, mais tu sais, vraiment coupé, là, au tiers du tronc. Je vous dis, là, des images aériennes qui sont quand même assez impressionnantes. Et ce qui marque beaucoup jusqu'à date, Isabelle, l'été aussi, c'est l'activité orageuse, qui est, entre autres, plus élevée que la moyenne. C'était le cas en juin. On dirait que la tendance se répète aussi en juillet. Mais pour ce qui est des tornades, il y a quand même des critères importants là, qui sont à respecter. Bien, c'est qu'on oublie que c'est possible qu'il y ait une tornade, mais ça peut aussi parfois être des micro-rafales ou encore des dommages causés par les orages. Au fait, il y a le Northern Tornado Project qui, présentement, évalue chaque fois qu'il y a des situations comme ça, on évalue les dommages sur place. Puis c'est comme ça, après que plusieurs jours, des fois plusieurs semaines après, on est capable d'évaluer c'était quoi exactement. Est-ce que c'était vraiment une cellule orageuse qui était puissante? Puis c'est la façon dont les dommages sont faits qu'on est capable d'identifier. Tu sais, la tornade, les débris vont être éparpillés pêle-mêle, la micro-rafale, les arbres, tout couchés dans la même direction. C'est comme ça qu'on est capable de savoir ce que c'était exactement, puis de déterminer la force aussi selon les dommages. Parce que souvent, au Québec, en moyenne, c'est 6 à 10 tornades par été, par année qu'on a. De EF0, EF20. Donc, des rafales jusqu'à 180 km à l'heure. EF1, c'est quand même pas mal. Et puis là, on va déterminer, par exemple, est-ce que les toitures ont été arrachées, les arbres déracinés. Si c'est plus que ça, des véhicules qui sont déplacés, des maisons, on est rendu dans le EF2. Et l'extrême, c'est des bâtiments carrément qui s'effondrent. Chez nous, c'est pas vraiment la norme. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses. Un, ce que tu dis, les cellules orageuses, oui, le temps est de plus en plus instable. Mais deux, on est aussi meilleur pour les repérer qu'avant. Oui. Tu sais, les tornades au Québec, il y en a chaque année. Souvent, on n'en parle même pas parce que c'est dans des zones inhabitées. Donc ça, c'est pas anormal non plus. Puis je sais qu'on est paniqué peut-être un peu par le mot tornade, mais il y en a chaque année. Donc ça, là-dessus, il faut se rassurer. Puis on est peut-être meilleur aussi pour le déterminer. Avez-vous déjà été témoin de ça? Moi, le phénomène le plus proche, c'est probablement ce que tu me décrivais, là. À un moment donné, je me souviens, je vois de l'autre côté de la montagne une espèce de nuage en entonnoir. Puis là, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce
de rotation. C'était il y a quelques années de ça. Il n'y avait pas eu de dommages, mais tu sais, quand tu vois ce phénomène-là se former... Mais ça peut être une trombe terrestre. Oui, c'est ça. Et ça aussi, ça a une espèce de forme en entonnoir, mais ça tourne pas, ça touche pas nécessairement le sol. Il y a des trombes marines aussi. Ouais. Donc, c'est toute une diversité, une pluralité de choses qui, parfois, nous sèment la confusion. Mais c'est comme si le mot tornade aussi impressionne. Mais micro-rafale peut aussi être très, très dévastateur. Non, je comprends. Bon, parlant de situation dévastatrice, le Donald qui nous a surpris quand même dans les derniers jours en instaurant une menace de tarif. Je veux dire comme ça parce qu'il s'est donné un délai d'à peu près 30 jours pour mettre en pratique ces fameux tarifs de 50% sur une kyrielle de produits. Puis dans le journal ce matin, là, on prend le temps de le détailler. Là. Ça tient sur 2 pages. On y est allé vraiment là, de différentes catégories, notamment les produits laitiers, tout ce qui est même les plantes vivantes, les produits animaliers, sucre, sirop, les boissons alcoolisées, certains meubles, sel, ciment, produits chimiques, plastique, caoutchouc, cuir. Ah, écoutez, je vous ai dit 2 pages, c'est 4 pages. Les décos de Noël, les huiles essentielles. Ah non, on prend tout le monde. Large. Alors, vous comprendrez que cet enjeu-là a rebondi hier au Conseil de la Fédération. Ça se passait à Charlottetown, sur l'île du Prince-Édouard. Et il y a comme 2 visions qui s'entrechoquent. La très grande majorité des premiers ministres se rangent derrière Mark Carney, notamment, en disant, écoutez, on se donne 1 mois, on prend le temps de regarder ce qui se passe, puis après ça, ben, on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Puis ça va dans le même sens aussi d'un sondage là, de la firme Abacus. Ça a été mené entre le 9 et le 15 juillet, donc une semaine avant ces tarifs. Est-ce que là, l'opinion des gens serait différente? Peut-être, mais à l'époque, 69% des répondants souhaitaient notamment que le gouvernement Carney prenne son temps pour en arriver à un bon accord commercial avec les États-Unis, quitte à prolonger la période d'incertitude actuelle. Mais ça, c'était avant là, cette menace-là. Et là, t'as le bon Doug Ford, qui lui, on s'entend que... Capitaine Canada. Capitaine Canada, avec son petit suit et sa casquette, qui lui a continué de taper du pied, là. Rappelons que lui veut plus une approche dollar pour dollar. Ce que Ford dit essentiellement, c'est qu'on a toujours l'impression d'être sur la défensive, qu'il faut que nous passions à l'offensive. Et là, lui, il a même laissé planer un peu sa menace là, de couper le courant, vous vous en souvenez? Hein? Ça avait provoqué là, une colère terrible du président américain. Il disait, le Canada, c'est une superpuissance énergétique. Là. Si on se décide, la gang ensemble, de serrer les coudes, le elbows up, là, ben, on est capable de faire mal aux Américains. Et là, j'écoutais le point de presse de Christine Fréchette hier soir. Ben, d'abord, elle ne va pas du tout dans cette direction-là. On sent que Mme Fréchette préconise une approche davantage comme Mark Carney, qui, lui, essentiellement disait, ben, tout est sur la table en ce moment en termes de conséquences, de mesures décisionnelles, de répliques du Canada. Mais on n'est pas pressé nécessairement à réagir de manière impulsive. Alors, on sent que l'approche de Mme Fréchette rejoint beaucoup plus l'approche de M. Carney. Et en point de presse, elle a fermé la porte à la proposition de Doug Ford en disant « M. Ford et moi, on a une approche très différente. » Je sais pas. Lisons entre les lignes. M. Ford, il n'aimera probablement pas cette comparaison-là, mais M. Ford et Donald Trump ont certains points en commun. Ils sont sanguins. Disons, les deux sont émotifs, sont sanguins, puis c'est 2 personnages. Là. Alors, on comprend que dans le reste du Canada, on essaie d'être un petit peu plus posé. Hein? Et c'est un peu aussi ce qui est comme titre dans le journal qui est révélateur. Est-ce qu'on doit y aller pour une réponse plus timide ou une réponse un peu plus frontale? Puis c'est tout le temps la balance des inconvénients aussi. Parce que on a vu quand il y a une espèce d'escalade qui est faite, le risque, ben, c'est que ça nous pète d'en face. Puis on va se dire les vraies affaires. Là. C'est David contre Goliath. D'ailleurs, le président américain, hier, l'a souligné. Je ne sais pas si vous avez vu. J'écoutais son point de presse à la Maison-Blanche. Puis là, il fanfaronnait, Donald. Puis là, il disait, je le paraphrase, là, mais que le Canada, sans les États-Unis, on n'est rien, nous autres. Là. On n'est rien. Que le Canada peut même pas survivre sans les États-Unis. Écoutez bien le président. Without us, there's no way they can survive. Et voilà.
Alors, tenez-vous-le pour dit, vous ne pouvez pas survivre sans les États-Unis. Merci, Donald. On comprend peut-être un peu mieux pourquoi Mark Carney fait beaucoup de voyages à l'étranger, essaie de tisser des liens avec notamment les grandes puissances européennes. Peut-être on est quasiment rendu européen. Je trouve que oui, depuis qu'on peut participer à l'Eurovision, moi je pense que c'est fait. Non, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on pourrait avoir leur devise? Olivier, on parlait des fois des petits gestes qui peuvent être posés. Il y en a eu un quand même pour le pont Gordie Howe. Il devait y avoir une grande cérémonie, une inauguration, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire le pont sur ta nouvelle, c'est le cas de le dire. En fait, le pont, le fameux pont Gordie Howe, la vedette des Red Wings de Détroit, je veux le rappeler, qui rejoint Détroit à Windsor. M. Carney a dit non, on va annuler la cérémonie d'ouverture du pont. Moi aussi, je n'étais pas surpris, on s'y attendait, mais quand même, parce que ça devait réunir les représentants des États-Unis et du Canada. Et selon Jenna Gassébé, je l'ai bien prononcé, je pense que oui, porte-parole du ministre de l'Infrastructure du Canada, elle le mentionne, compte tenu des mesures commerciales menacées par les États-Unis cette semaine, il ne serait pas approprié de procéder avec un événement de célébration entre les deux pays. J'en conviens. Toutefois, il faut quand même mentionner qu'il va y avoir une petite cérémonie, mais canadienne, le 24 juillet prochain. Une cérémonie pour l'ouverture du pont avait déjà été reportée il y a de cela un mois, mais bien entendu, c'est à cause des fameux accros qui retardent toujours le tout. Et l'entente sur le passage Canada-Michigan et l'accord de principe parallèle récemment négocié, je tiens à le mentionner, va rester inchangé. C'est vraiment juste pour bouder un peu, je pense, le comportement des Américains. Mais vous savez l'histoire derrière ça, c'est qu'à côté du pont Gordie Howe, il y a un pont à péage. Et à qui appartient ce pont à péage-là? À un chum de Donald Corleone, tu comprends? Fait que là, c'était comme une concurrence, là, le fameux pont Gordie Howe. C'est pour ça qu'on avait repoussé cette inauguration-là. C'est pour ça qu'on avait essayé de renégocier une petite entente sur le côté. Alors, sincèrement, là, c'est un exemple de plus de ce genre de clientélisme politique aux États-Unis. Je pense que c'est la bonne décision dans le contexte actuel de dire, regarde, là, les confettis, on repassera, mon Donald, là, on n'ira pas. On apprend, Olivier, aussi que Christine Fréchette prolonge le mandat de la PDG d'Investissement Québec. Oui, Bisha Ngo, qui est à moins de 3 mois en fait des élections, là, Fréchette a déjà prolongé son contrat. Elle avait signé un contrat en 2024 qui lui prolongeait ça jusqu'en 2027. Là, présentement, c'est que ça crée un peu de soulèvement, en fait, de questions, surtout du côté du PQ. On avait Mme Catherine Gentilcore qui dit sur 5 ans, là, le rendement moyen d'Investissement Québec est de 2,6 %. Ça dépasse à peine le coût moyen des emprunts du gouvernement. C'est elle qui a noté ça. Et ce qui choque un petit peu aussi, c'est que si, exemple, il y a un changement de gouvernement, parce qu'il y a quand même des chances que ça arrive, on va devoir verser une indemnité de départ à la dirigeante qui est nommée justement pour Investissement Québec. Et elle n'est pas à plaindre, parce que déjà, son salaire, son dernier salaire, oui, c'est 992 000 $ avec une base de 628 000 $. Donc, c'est un peu en mode, je ne dirais pas en mode panique, mais on voulait tout de suite signer la personne qui est de notre côté en sachant très bien qu'elle va partir, mais en partant, elle va avoir l'équivalent d'un année de salaire. On ne connaît pas encore la somme, mais ça soulevait quand même certaines questions. En même temps, pour attirer des grosses pointures dans le secteur public comme ça, tu n'as quand même pas le choix de bien rémunérer tes dirigeants. Il faut voir aussi quelle est la mission d'Investissement Québec pour comparer les chiffres aussi. Comparer des pommes avec des pommes, on comprend que la mission, par exemple, d'Investissement Québec n'est pas la même qu'une autre organisation qui vise vraiment, là, effectivement, comme, je sais pas moi, la Caisse de dépôt et de placement, ou en ce qui concerne le bas de laine des Québécois, d'y aller vraiment là, avec des rendements qui sont différents, avec une mission qui est différente. Portons notre regard à l'international. Ça fait quoi, 11 nuits de suite qu'il y a des bombardements, l'armée américaine qui a frappé encore une fois des cibles militaires de l'Iran, mais on s'aperçoit que cette guerre-là commence à coûter très cher. Oui, absolument. Mais là, c'est le ministre de la Défense américaine, Pete Hegseth, qui estime que la guerre coûte présentement, jusqu'à présent, du moins 37,5 milliards de $. Il avait déjà fait une analyse un peu plus tôt, c'était déjà à 29 milliards. Là, on prévoit 37,5 milliards. Puis ça inclut aussi les dépenses jusqu'en septembre prochain. Ça qui devait être juste une petite excuse, juste pour voir que je comprenne bien. Oui, juste ça, vraiment un petit crochet, une petite escapade. Là. Ça devait pas durer. Là. Puis là, la facture est rendue à 37 milliards. Ce qui est fou là-dedans, c'est qu'on veut une rallonge budgétaire de 67 milliards de $ pour le Pentagone. M. Hegseth, puis aussi le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dan Kane, ont affirmé que c'est une rallonge urgente et nécessaire. Par contre, la sénatrice démocrate Jan Shaheen, oui, elle dit
Mais voyons. En fait, ils disposent déjà de 75 milliards de dollars qui n'ont pas été dépensés, en fait. Mais le non-sens dans tout ça, c'est qu'Excel a répondu en disant cet argent-là a été affecté à d'autres projets du président Donald Corleone, comme le Dôme d'or américain, ce fameux bouclier anti-missile spatial, ou encore d'autres investissements dans l'armement. Puis les fonds demandés ne prennent pas, par ailleurs, le coût de la reconstruction des bases militaires américaines au Moyen-Orient. Donc, on peut prévoir encore plus de dépenses. Scène culturelle, Isabelle, c'est la folie angine de poitrine qui se poursuit. Qui fait la une de Billboard Canada. C'est exceptionnel. Comment deux extraterrestres du Québec ont connu une percée mondiale sans précédent? C'est le titre d'ailleurs de ce reportage qui nous présente différentes photos inédites. Ils sont nommés Révélation mondiale au Billboard Canada Power Players cette année pour un volume 2, cet album-là que vous entendez. D'ailleurs, la prestation que vous voyez si vous êtes sur Cube Télé ou vous entendez dans l'auto, ça a été vu 17 millions de fois. C'est une vidéo qui a été partagée par la station de radio de Seattle, KEXP, j'espère que je l'ai dit comme du monde, précommandé 200 000 fois. C'est beaucoup pour le monde du disque actuel. C'est exceptionnel même. Donc, il y a des photos inédites là-dedans. On se rappelle qu'il y a eu des éloges de toutes sortes de grands musiciens à travers le monde. Jack White, Shania Twain et plus encore. Ils obtiennent des records de foule. On en a parlé récemment, entre autres, au Festival de Jazz. Il y a leur gérant qui peut parler en entrevue parce qu'on sait qu'eux autres ont une langue qu'on connaît pas encore. Là. Ils ont appris un mot qui est Sébastien. Sébastien, c'est le nom du gérant. Donc, on voit qu'ils ont un lien solide. Ils demeurent également indépendants. Malgré le fait qu'ils sont en demande partout, ils veulent garder le contrôle de la carrière. L'ascension, même si elle est énorme pour nous, ils choisissent quand même. Ils ont refusé un paquet d'opportunités à l'international parce que j'avais discuté avec le Sébastien il y a 2 semaines à peu près. Donc, oui, on des visées avec d'autres, peut-être Coachella l'année prochaine. Il y a plusieurs choses sur la plate, mais il n'y a rien de décidé encore parce qu'ils veulent prendre leur temps, ils veulent pas se brûler. Puis je trouve que la stratégie, elle est très bonne. Puis comme ils n'acceptent pas beaucoup d'entrevues, c'est comme si on en veut encore plus. Puis on essaie encore de comprendre le phénomène de ce duo-là du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui aujourd'hui est adulé par tout le monde, les plus grands de la musique aussi. Mais la une de Billboard, j'avoue, c'est quelque chose. Alors, je comprends, c'est clair. Et au sport, Olivier, l'excellent Jason Robertson qui a signé un contrat avec les Stars de Dallas. Ce qui est le fun de ce contrat-là, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près, je pense, 2-3 semaines, a refusé une entente de 15 millions de dollars pour 8 ans avec le Kraken. Donc, ça identifie que Jason Robertson, 26 ans, en fait, non, 27 ans, parce que son anniversaire est aujourd'hui. Donc, un petit cadeau de fête quand même. Un beau contrat d'1 an, 12 millions de dollars avec les Stars de Dallas. Donc, voulait vraiment rester, mais on voit que c'est pour éventuellement signer une entente qui va être probablement au-dessus de 15 millions de dollars. Vous voulez vraiment rester à Dallas ou vous voulez vraiment pas aller jouer? Oui, à ça.